Bonjour, dans cette deuxième vidéo du fonctionnement du muscle squelettique, on va s'intéresser surtout au mécanisme de la contraction musculaire. Je vais faire un petit rappel. On sait que la plaque motrice est une synapse purement excitatrice. Dans les conditions physiologiques, toute stimulation efficace déclenche un potentiel d'action musculaire précédé d'un potentiel de plaque motrice qui atteint le seuil. Cela peut être expliqué par la présence d'un très grand nombre de canaux chimiodépendants Na+, au niveau des replis. Ces replis qui augmentent la surface du contact avec l'élément présynaptique. Et aussi, on a la présence des canaux de voltage. Donc, tout ppm, potentiel de plaque motrice, atteint le seuil et déclenche un PM dans les conditions physiologiques. Mais pour enregistrer un potentiel de plaque motrice, expérimentalement, c'est faisable. Par des injections de faible dose d'acétylcholine au niveau de la fente, on peut enregistrer des potentiels de plaque motrice. Premièrement, on va commencer à voir la relation entre le potentiel d'action musculaire PAM et la contraction musculaire. Pour cela, je vais faire l'expérience suivante. Dans cette expérience, on va travailler sur grenouille. Donc, on va stimuler le nerf sciatique et on a placé un stylet, un enregistreur au niveau du muscle, énervé par ce nerf sciatique. Et le stylet est relié à un tambour qui va enregistrer toute activité musculaire. Et le tambour va enregistrer aussi toute activité électrique. On va faire une petite simulation. On remarque très bien, ici on a le potentiel d'action et aussi on a un diagramme ou bien c'est un myogramme de contraction qu'on va l'analyser. Donc, c'est ce qu'on a enregistré au niveau du tambour. Donc, on appelle ça, c'est un myogramme d'une secousse isolée. Une seule secousse, elle comporte trois parties. Donc, L, c'est le temps de latence. C'est le temps mis par l'influx nerveux pour arriver au niveau du muscle. C, c'est la partie ascendante de la courbe. C'est la phase de contraction pendant laquelle le muscle se raccourcit. R, c'est la phase de relâchement pendant laquelle le muscle retrouve sa longueur initiale. Si on superpose l'électromyogramme, le potentiel d'action musculaire, et le myogramme, cela montre que le potentiel d'action se situe entièrement pendant le temps de latence de la contraction, c'est-à-dire que les phénomènes électriques déclenchent les phénomènes mécaniques du muscle. Donc, le potentiel d'action musculaire est responsable de la contraction musculaire. Deuxièmement, on sait très bien que toute activité musculaire produit de l'énergie mécanique et aussi de l'énergie calorifique, qui est la chaleur. Donc, dans cette partie, on va essayer de voir les manifestations thermiques de la contraction musculaire. Pour cela, on va procéder par l'expérience suivante. Donc, sur le même dispositif, on va travailler sur des grenouilles. Donc, on va stimuler le nerf sciatique et on va enregistrer, en plus de la contraction musculaire, le myogramme, on va enregistrer aussi les manifestations thermiques du muscle par des aiguilles thermoélectriques du cuivre et du nickel, ce qui donne les courbes suivantes. Donc ici, on a la superposition. En noir, c'est la courbe du myogramme, c'est la contraction musculaire, c'est la contraction relâchement, et en rouge, c'est la courbe de la chaleur. La superposition du myogramme et de la courbe thermique permet de constater que la production de chaleur commence juste avant la contraction musculaire et continue pendant et après sa fin. Cette production de chaleur se fait en deux temps. Il y a d'abord la production d'une chaleur initiale, enregistrée avant et pendant la contraction, qui est représentée ici par la chaleur de contraction, le premier pic, et la chaleur de relâchement, le deuxième pic. Donc, ces deux chaleurs constituent la chaleur initiale qui dure 0,3 à peu près secondes. Ensuite, et après le relâchement du muscle, il y a la production d'une autre chaleur, c'est la chaleur retardée. Ici, cette production de chaleur suggère que le muscle est le siège de réaction chimique exothermique. Énergie libérée
par ces réactions chimiques permettent d'une part la contraction du muscle et d'autre part son ravitaillement. Remarque, un muscle qui se contracte en absence d'oxygène continue à dégager de la chaleur initiale, mais la chaleur tardée diminue et finit par disparaître. C'est ce qu'on va voir prochainement. Maintenant, si on superpose les enregistrements du potentiel d'action musculaire, le myogramme et la courbe thermique, on peut conclure. La superposition des enregistrements nous montre que l'excitation du muscle provoque, dans l'ordre de déroulement chronologique, les successions des événements suivants. Premièrement, variation du potentiel électrique du muscle et naissance d'un potentiel d'action musculaire. Deuxièmement, une suite de réactions chimiques exothermiques. Ce sont les chaleurs retardées et les chaleurs initiales. L'énergie libérée par ces réactions chimiques provoque le raccourcissement du muscle et donc sa contraction par glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. On sait que toute activité nécessite de l'énergie. Ici, on va essayer de voir les sources d'énergie musculaire. On va faire l'expérience du livre, page 217, comme le montre ce tableau. Donc, on a 3 expériences à faire. Donc, on va mesurer la teneur de glycogène, acide lactique, ATP, phosphokératine dans un muscle avant sa contraction, comme montre la colonne qui est en bleu. Puis, on va faire la contraction musculaire, mais dans 3 conditions. Dans l'expérience A, le muscle n'a subi aucun traitement, donc c'est une contraction normale. Par contre, dans l'expérience B, avant de faire la contraction, le muscle est traité par une substance qui bloque la glycolyse. Et on va voir le résultat. La deuxième expérience, l'expérience C, on va bloquer la glycolyse et on va bloquer la phosphokératine. On va commencer par la première expérience. Et on va comparer avec le muscle avant la contraction. Donc, avant contraction, on remarque très bien que le taux de glycogène est 1,08 g par kg de muscle frais, l'acide lactique 1 au 6 g, l'ATP 4 à 6 molécules micromoles par milligramme et le phosphokératine 15 à 17. Pour la première expérience, suite à une première stimulation, dans le cas d'un muscle qui n'a subi aucun traitement, on remarque très bien que le taux de glycogène a diminué dans le muscle et le taux d'acide lactique a augmenté. Mais le taux d'ATP et de phosphokératine est le même. Le taux de glycogène diminue, celui de l'acide lactique augmente, alors que l'ATP et la phosphokératine ne varient pas. Donc, le glycogène constitue la source d'énergie mobilisée dans la contraction et l'augmentation du taux d'acide lactique reflète une fermentation du glucose dans un milieu anaérobie. Donc cela montre bien que la source de notre énergie, c'est le glycogène. En fait, la source réelle, c'est l'ATP, mais elle provient du glycogène. L'ATP a été hydrolysé et elle a été compensée par réaction de respiration ou bien fermentation de glycogène. Deuxième expérience, on va comparer le muscle avant contraction avec un muscle traité par une substance bloquant la glycolyse. On remarque très bien que le glycogène et l'acide lactique n'ont pas changé, le taux est le même. On s'attend à que l'ATP diminue, mais le taux d'ATP est resté aussi le même. Mais on remarque très bien qu'on a une diminution de la phosphocréatine. Donc la phosphocréatine est la source d'énergie mobilisée dans cette expérience. En confrontant l'expérience A et B, on déduit que le glucose n'est pas l'unique source de l'énergie pour la contraction. On a aussi la phosphocréatine. Pour la troisième expérience, lorsqu'on bloque la glycolyse et la phosphocréatine, donc on remarque que le taux de glycogène et d'acide lactique reste le même avant et après contraction, et aussi la phosphokératine. Mais on a un taux d'ATP qui devient nul. Donc, le muscle a expiré toute la quantité d'ATP. Le blocage de la glycolyse et de la phosphokératine n'empêche pas la contraction du muscle, mais celui-ci cesse de se contracter à l'épuisement
de l'ATP. Donc l'ATP est la source primaire de la contraction. Elle sera régénérée à partir de la glycolyse et de la phosphocréatine. Toutes ces observations indiquent que le muscle est le siège des réactions chimiques exothermiques, produisant de l'énergie. Les unes en anaérobie, n'utilisent pas d'oxygène, qui serait à l'origine de la chaleur initiale, et l'autre aérobie utilise l'oxygène, qui serait à l'origine de la chaleur retardée. Donc, on va essayer de voir maintenant quelles sont les différentes réactions de régénérescence d'ATP. S'approvisionner l'ATP uniquement de la respiration cellulaire, on sait très bien que le cycle réflexe prend du temps. Donc le muscle a besoin d'autres sources qui sont plus rapides. C'est ce qu'on va voir maintenant. La première équation, c'est l'équation d'hydrolyse d'ATP. L'ATP plus A2O avec les myosines donne ADP plus P plus énergie. C'est E1, c'est l'hydrolyse d'ATP, c'est la chaleur de contraction. Donc la première équation, c'est l'équation de contraction du muscle, puisque on va voir que l'ATP est présent au niveau des myosines et attend la contraction. Donc l'ADP, elle peut être régénérée par l'équation suivante. L'ADP plus ADP avec l'enzyme mucinase va engendrer l'AMP plus l'ATP. On peut aussi régénérer l'ATP à partir de la phosphocréatine plus l'ADP avec la phosphocréatine transférase va former l'ATP plus la créatine avec libération de la chaleur de relâchement. Ces deux réactions sont deux réactions anaérobies rapides. Mais on a d'autres sources de l'échange ATP. À partir du glycogène plus le phosphate, on va avoir glucose P. La glycolyse va libérer deux acides pyruviques avec deux ATP. Donc, les acides pyruviques ont deux réactions à faire, en présence ou bien en absence d'oxygène. Lorsque la quantité d'oxygène n'est pas suffisante, on aura la fermentation, la libération de l'acide lactique. Par contre, l'acide pyruvique passe dans les mitochondries, donc il va subir la respiration cellulaire, ce qui va engendrer la libération d'une très grande quantité d'ATP et la libération de la chaleur retardée. Donc, ces équations sont des équations anaérobie et aérobie lentes qui prennent du temps. Donc, en résumé, on a deux réactions qui sont deux réactions rapides, c'est l'ADP plus ADP et ADP plus phosphocréatine qui vont régénérer l'ATP rapidement, et on a la glycolyse qui libère deux ATP avec la fermentation lactique, ou bien lorsque l'acide pyruvique passe dans la respiration cellulaire, dans la mitochondrie, va libérer une très grande quantité d'énergie qui est l'ATP et libération de la chaleur retardée. Maintenant, on va essayer de superposer les réactions chimiques avec la courbe thermique. La chaleur de contraction est due à l'hydrolyse de l'ATP et elle donne deux types la chaleur de contraction et énergie mécanique. Pour la chaleur de relâchement, elle est due à l'ADP plus phosphocréatine. Et pour la chaleur retardée, qui est due à la respiration cellulaire, à partir du glucose, on va avoir deux ATP plus deux acides pyruviques qui passent par la respiration cellulaire, ce qui libère une très grande quantité d'ATP. On a dit qu'en absence d'oxygène, on n'a pas de chaleur retardée. Mais on peut avoir l'énergie à partir de la fermentation du glucose, qui libère deux ATP avec l'acide pyruvique et l'acide lactique. C'est la fermentation lactique qui libère deux ATP. Maintenant, on va voir comment se fait la conversion d'énergie chimique en énergie mécanique par l'animation suivante. Ici, on a la plaque motrice avec l'élément sous-neural et le sarcomère réticulum chargé en CA2+, tubule transverse, les filaments d'actine, les filaments de myosine, le tête de myosine avec l'ATP et les filaments d'actine qui sont masqués. On sait très bien que la contraction musculaire nécessite la présence d'ATP et du CA2+. En absence du CA2+, on n'a pas
de contraction. Premièrement, l'arrivée d'un potentiel d'action nerveux qui crée un potentiel d'action musculaire. Ce dernier va provoquer la sortie des ions CA+, depuis le réticulum. Donc, comme le montre cette animation, le potentiel d'action musculaire va cheminer par les tubules transverses pour arriver au citerne, ce qui va libérer les CA2+. Ces CA2+ se fixent sur les protéines régulatrices, ce sont les sites masqués de l'acti, ce qui va engendrer le démasquage de ces sites, d'où les de myosine qui se fixent sur l'acti. Ensuite, on a l'hydrolyse de l'ATP. Cette hydrolyse va engendrer une partie de l'énergie libérée par l'hydrolyse ATP, provoque le pivotement de cette myosine, ce qui entraîne le glissement des filaments d'actine. Pour qu'il y ait relâchement, la fixation des nouveaux ATP dissocie la liaison myosine-actine. Le filament d'actine revient à leur position initiale. C'est le relâchement. Donc, pour qu'il y ait relâchement, il faut une fixation du molécule ATP au niveau de tête de myosine. Enfin, on a le repompage des CA+ dans les citernes réticulum endoplasmiques et masquage de nouveau des sites d'actine. Pour plus de détails, on va voir cette animation. Donc, ici, on a tête de myosine. Ici, on a le molécule ATP qui est fixé sur la tête. L'actine qui est masquée par la protéine régulatrice. Premièrement, les CA2+ vont démasquer les sites par déplacement des protéines régulatrices. Donc, maintenant, les sites sont démasqués. Ce qui engendre le pivotement ou bien l'attachement des myosines sur les sites de fixation. L'hydrolyse de l'ATP qui va libérer le pi va engendrer une énergie. La liaison de myosine sur l'actine déclenche l'hydrolyse de l'ATP. Une partie de l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP provoque le pivotement de la tête de myosine, ce qui entraîne le glissement du filament d'actine par rapport aux myosines. C'est le pivotement. La fixation des nouvelles ATP à la myosine provoque la dissociation du lien myosine-actine et un nouveau cycle recommence. Lorsque l'excitation cesse, les ions CA2+ sont repompés au niveau du citerne, les protéines viennent remasquer les sites d'actine et les filaments d'actine reviennent à leur position de départ. C'est le relâchement. On peut visualiser ça par le schéma suivant. Donc, ici, on a le filament d'actine, la myosine avec la tête de myosine qui contient l'ATP, c'est en noir, c'est l'ATP. C'est une fixation qui est masquée. Donc, premièrement, au repos, en absence de CA2+, les sites de fixation de la myosine sur l'actine sont masqués par une protéine associée au filament d'actine. La deuxième étape qui comporte la contraction qui se fait en deux étapes, l'attachement et le pivotement. L'arrivée de CA2+ provoque un déplacement de cette protéine et il se produit un attachement de la myosine sur l'actine. Et par la suite, l'hydrolyse de l'ATP et le pivotement des têtes de myosine, d'où la contraction et le raccourcissement du sarcomère. Pour le relâchement, la dernière étape, ou bien le retour au repos, le retour des ions CA2+ dans les citernes du réticulum endoplasmique par pompage actif et la fixation de nouvelles molécules ATP sur la tête de myosine entraîne la décontraction et le retour à l'état initial. Merci pour votre attention. Bonne chance et bon courage.